elles ont hérité d'un savoir et d'une responsabilité. D'Hélène Langevin-Joliot, physicienne, petite fille de Marie et Pierre Curie, et fille d'Irène et Frédéric Joliot-Curie, à Emmanuel Galichet, maître de conférences, spécialiste de la filière nucléaire, jusqu'à l'une de ses élèves, Inès Saali, dans toute héritière, 3 générations de femmes scientifiques se répondent. 3 trajectoires, une même question. Que transmet-on quand on est femme en sciences ? Des connaissances, des engagements et une quête de reconnaissance. Car si certaines ont marqué l'histoire, toutes font avancer, depuis toujours, le progrès scientifique et technique. Et une évidence, la science se conjugue aussi au féminin. Nous sommes ici au CNAM, dans l'amphithéâtre Abbé Grégoire, un lieu chargé d'histoire. Un lieu fondé sur une idée simple et puissante, transmettre les savoirs à toutes et tous pour soutenir l'économie nationale et transformer la société. En 2024, j'ai fait une conférence ici sur l'histoire de l'énergie nucléaire. J'ai ressenti quelque chose de très fort. Marie Curie s'était tenue avant moi, ici, dans cet amphithéâtre. Et l'espace d'un instant, j'ai eu le sentiment de marcher dans ses pas, de recevoir un héritage. Cet héritage n'est pas qu'une question de science, c'est aussi une question de mémoire et surtout de responsabilité. La famille Curie, ce sont des découvertes majeures, mais aussi une manière de penser la science, rigoureuse, engagée, indissociable du monde qui l'entoure. C'est avec une grande émotion que je vais à la rencontre d'Hélène Langevin-Joliot pour l'interroger sur ce qu'il se transmet de génération en génération quand on est une femme scientifique. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et voilà, nous voilà ici. Dans ce magnifique musée. Ah oui, très beau. Avec une pièce dont vous me disiez que dans vos souvenirs, elle était plus petite. Oui, je la voyais un peu petite, mais bon. C'est quand même la chambre à vide du cyclotron construit au Collège de France. Laurence avait envoyé les plans pour faire connaître la possibilité de construire des cyclotrons. Voilà. Et votre père, avec l'aide de toute une équipe, a construit ce cyclotron. Et donc, ça a pris pas mal de temps. Très bien. Allons nous installer ? Hélène, quand on grandit dans une famille telle que la vôtre, pour vous, c'est devenu un moteur ou c'était plutôt quelque chose qui vous a retenu d'avoir une telle famille ? Je dirais que mon sentiment, c'est de ne pas m'avoir posé tellement de questions. Il faut se reporter à une époque où, j'allais dire, Marie Curie, entre autres, n'a pas le statut, quoi qu'on en pense, qu'elle a aujourd'hui. Permettez-moi une formule qui n'est pas très gentille, mais elle est moins encombrante d'une certaine façon. Si vous voulez, à mon époque de petite fille, la question était plutôt est-ce que ta mère, en te tournant vers une copine, est-ce que ta mère travaille à la maison ou est-ce qu'elle travaille quelque part et qu'elle a un métier ? C'était pas du tout est-ce que tu es scientifique, est-ce que ci, est-ce que ça ? Parce que ce n'étaient pas les problèmes qui se posaient à l'époque. C'était est-ce que les femmes ont un métier ou est-ce qu'elles n'en ont pas ? Voilà, en gros. Comment s'est transmis cet héritage scientifique ? C'était des mots, c'était un quotidien, c'était un exemple ou autre chose ? C'est tout un ensemble de choses. Je me rendais compte quand même que les parents allaient au laboratoire, enfin surtout quand j'étais un petit peu plus âgée. Je me rendais compte aussi qu'ils partaient en vacances. Ah oui. Et les vacances tenaient une place extrêmement importante dans la vie de la famille Joliot. Tiens donc. Et oui, quand je suis passée du primaire vers le secondaire et que ça commençait à poser un certain problème que je m'absente au moment où il y avait une composition,
Eh ben, il a fallu négocier, trouver une solution. Autrement dit, les études étaient évidemment tout à fait normales dans la famille, mais on ne s'occupait pas particulièrement de « voyons, est-ce que tu progresses, est-ce qu'en maths ou en sciences, c'est bon, c'est pas bon, etc. » Mes parents avaient autre chose à faire, fort heureusement pour moi. C'est d'abord l'école alsacienne, enfin, l'école du collège Sévigné. J'arrive à la Canale, qui était à l'époque mixte pour les tout jeunes. Constate que j'ai des retards en orthographe fantastiques. Et là, mon père, et c'est mon père, il m'a fait faire des devoirs d'orthographe pour récupérer un peu mon niveau par rapport aux élèves avec qui je me trouvais. Donc aucune injonction d'aller faire de la science. Par exemple, j'ai gardé un très bon souvenir d'observer la croissance des cristaux. Ah oui. Bon, ma mère amenait des produits sortis de Prolabo commodes pour ça, et on mettait un petit fil et un petit cristal au bout, puis on regardait croître les cristaux. Entre parenthèses, j'ai voulu reproduire cette expérience 50 ans après. Et ben, j'ai été incapable d'acheter sans autorisation particulière les produits nécessaires à l'équivalent de Prolabo. Il fallait toute une série d'autorisations qu'on m'a demandé et que je n'ai pas pu fournir, évidemment. Donc, je n'ai pas pu faire cette démonstration à mon petit-fils. Petit-fils. Vous voyez, ça, c'est une petite anecdote. Et donc, si vous voulez, voilà, des petites choses, des jeux, le jeu un peu de chimiste. Je les voyais partir au laboratoire. Bon, on prétend que quand j'étais toute petite, je parlais de particules. Ça, j'avais pas 7 ans, etc. Je n'y comprenais rien du tout. Mais bon, je répétais ce que j'entendais. Ce que vous entendiez. Quand je disais que j'étais une scientifique, les gens n'y croyaient pas vraiment, et encore aujourd'hui. Bon, bien sûr, comme vous le disiez, votre grand-mère maintenant et votre mère sont des icônes. Dans votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez vu justement, par exemple, une évolution dans l'image des scientifiques femmes ? L'influence de la famille, d'une certaine façon, ça a été quand même que j'intègre des éléments qui venaient d'avant, y compris de la fin du 19e, début du 20e, à travers Marie Curie, Pierre et Marie Curie. Et je dis bien Pierre et Marie Curie, car aujourd'hui, quand on me dit « vous êtes la petite fille de Marie Curie », je rectifie immédiatement « je suis la petite fille de Pierre et de Marie Curie ». Vous avez raison. Et j'insiste pour qu'on associe les deux. Et il y a d'excellentes raisons. D'abord, c'est la réalité physiologique que je sache. Absolument. Mais par-dessus le marché, l'image, la stature de Marie Curie, elle s'est construite au départ, d'abord par les études qu'elle a faites en France, grâce au pacte qu'elle avait fait avec sa sœur Brogniart pour venir en France étudier. Mais une fois en France, elle rencontre Pierre Curie, et à partir de ce moment-là, Pierre, qui avait déjà un bilan recherche important derrière lui, eh bien, l'a aidé à démarrer, et en particulier l'a soutenue et a tenu à faire reconnaître qu'elle n'était pas simplement son assistante technique, mais qu'elle était son égale dans les premiers travaux qui les avaient fait reconnaître tous les deux. C'est comme ça que le prix Nobel de 1903, attribué pour la radioactivité, pour une part avec Rel, et pour l'autre, à suivre l'Académie des sciences françaises, proposition Pierre Curie, et grâce à l'intervention d'un Suédois qui est très polarisé sur ces questions, Pierre Curie a été prévenu et a immédiatement insisté en disant son travail dans cette histoire a été aussi important que le mien. Donc tous les deux. Voilà. Et c'est comme ça que le prix Nobel a été attribué à Pierre Curie et Marie Curie. Donc quelque part,
il lui a donné une confiance et il lui a donné un respect, une respectabilité scientifique. Oui, sa responsabilité s'est construite sur cette réputation qui effectivement a été largement établie grâce à ce qu'elle avait apporté d'ailleurs dans ce travail, évidemment, mais dans un travail commun avec Pierre Curie. Si vous voulez, au fond de ce que j'ai su de mes parents et de ce que j'ai su à travers eux de mes grands-parents, ben, c'est ça, c'est une construction collective. Je vais vous poser une question un peu plus intimiste. Est-ce que vous avez été heureuse dans votre carrière de femme scientifique ? J'ai quand même, malgré cette vie professionnelle, eu quand même une vie de famille. Ouais. Bon, je reconnais qu'il y a des moments où je me dis rétrospectivement, j'aurais dû y consacrer plus de temps, dans certaines fois. Oui, rétrospectivement, parce que j'avais de l'aide, etc. Mais j'ai été très engagé, ma vie a été très engagée sur des questions politiques, en particulier contre les armes nucléaires. C'était un peu la suite des préoccupations de mes parents, mais si vous voulez, j'ai considéré ça comme extrêmement utile. Donc, si vous voulez, ma vie professionnelle et ses aspects, disons, carrément politiques de certains engagements que j'ai pris, en fait, ils ne sont pas séparés. Oui. En fait, il y avait toujours une liaison, parce que, j'allais dire, malheureusement, il est vrai qu'en ayant choisi sans complexe de faire de la physique nucléaire, c'était quand même une des disciplines où on était poussé, je dirais, logiquement à se poser des problèmes plus généraux. Oui, donc, vous voyez, ma vie professionnelle, oui, elle m'a apporté beaucoup, mais au fond, je n'arrive pas à l'imaginer complètement à part du reste de ma vie. Oui, voilà. C'est pas ça, puis ensuite je pars en vacances et j'oublie tout. Je partais en vacances et j'ajouterais que, comme mes parents, je prenais beaucoup plus de vacances, sans complexe, que les jeunes n'arrivent à en prendre aujourd'hui. Je voulais vous faire réagir sur la place des jeunes et la science, sur le regard des jeunes et de la science. Depuis la réforme des spécialités de 2019, les bacheliers scientifiques ne sont plus que de 27% dans la totalité des bacheliers généraux, ce qui veut dire que finalement, eh bien, vous avez plus de 70% des jeunes d'une même catégorie d'âge qui ne peuvent pas choisir des métiers scientifiques et techniques, alors que depuis les années 60 jusqu'en 2019, eh bien, ils étaient à peu près 50%. C'est simplement la réforme des spécialités où il y a finalement, un petit peu comme vous disiez tout à l'heure, quelque chose qui change entre la science et les jeunes. Qu'est-ce qui se passe pour que autant de jeunes ne viennent pas faire des métiers scientifiques et techniques ? Par rapport à la réforme en question, j'ai bien compris que c'est une réforme qui a été imposée et qui a de nombreux inconvénients, très gros inconvénients, mais malheureusement, si vous voulez, le passage d'avant à après, je ne me suis plus suffisamment dans le coup pour me rendre compte à quel moment les choses ont commencé à basculer. En revenant plus en arrière, Parcoursup existait, je crois, avant la fameuse réforme de comment il s'appelle, Blanquer. De Blanquer. Voilà. La façon de gérer le choix des jeunes vers différentes directions est devenue de plus en plus rigide. Bon, je veux bien comprendre que pour une part, le nombre croissant d'étudiants susceptibles d'accéder à l'enseignement supérieur est augmenté et que c'était donc pas facile de les orienter entre les différentes universités, les ceci, le cela, etc. Mais quand même, j'ai le sentiment que la manière de gérer le système pour donner soi-disant égalité de chance aux gens qui vont se déplacer d'un côté à l'autre en laissant supposer que ça revenait au même d'être à Bordeaux ou je ne sais pas où, etc. Et qu'on n'avait qu'à se déplacer comme étudiant,
d'une certaine façon, vous voyez, en voulant homogénéiser les choses entre toutes les universités, on a créé un pataquès quand même, parce qu'on a perdu le contact direct avec les étudiants. On administre des listes. Oui. Bon, hein, et ceux qui vont retrouver des étudiants qui étaient à l'autre bout de la France et qui vont se trouver à dire « Ah ben oui, on me propose ça, c'est mieux là, etc. » Eh bien, c'est peut-être pas du tout ce qu'il aurait fallu faire, et admettre que peut-être le dossier était un peu moins bon que ci, que ça, mais que s'il était resté dans le coin où il était, eh bien, ça serait mieux passé parce que les gens, on aurait traité des questions des personnes qui se connaissent, que l'on va connaître et que l'on va pouvoir ajuster par rapport à leurs possibilités, leur dire ça c'est mieux pour vous, ça c'est moins bien, vous voulez faire ça, pourquoi, etc. etc. Je crains qu'une soi-disant système rendant soi-disant tout le monde égal sur le vent ait créé la perte. Je vous donnerai un exemple qui revient complètement en arrière, qui est bien avant ça. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il existait parallèlement au lycée les écoles primaires supérieures. Et vous passiez le certificat d'études. Ah oui. C'était ce qu'on faisait. Et il y avait après, si on voulait faire des études à partir du fait qu'on avait réussi le certificat d'études, on pouvait suivre une école primaire supérieure, soit de filles, soit de garçons. Et l'instituteur les aidait pratiquement dans leur orientation. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin de l'école primaire supérieure, ils se trouvaient en position d'essayer de trouver quelque chose dans l'enseignement supérieur, d'être étudiant quelque part. Ouais. Ce n'étaient pas des listes qui répondaient à ceci, cela, avec des critères, machin, machin, machin. Ils connaissaient les gosses et ils disaient, écoute, si toi, tu dois pouvoir faire ça, et par conséquent, on cherche une école qui puisse t'accueillir. Et c'est comme ça que, entre autres, beaucoup d'élèves sont venus vers des écoles comme physique et chimie industrielle de la ville de Paris, qui n'avaient pas des prétentions au niveau de la fac, si j'ose dire, mais elles étaient faites pour faire des ingénieurs de production. Pas des ingénieurs de recherche. Tout à fait. Et bien, de cela sont sortis toute une série de grands patrons. Autrement dit, il y avait une proximité avec l'orientation des gens. Donc, je ne dis pas que c'est facile maintenant avec nombre d'étudiants, mais je crois que le mépris délibéré de la vie locale, eh ben, c'est ça qu'il faudrait surmonter. Plus on automatise, plus on perd. Plus on pose un nombre de problèmes énormes, qui est particulièrement embêtant pour les filles, parce que les stéréotypes qui font que c'est pas par hasard qu'il y a eu plus de filles du côté médical que du côté maths physique, par exemple. Oui. Bah, ça, c'est quand même les stéréotypes de genre. Hein. Absolument. Ça, c'est vrai. Absolument. Et alors justement, sur ces jeunes scientifiques d'aujourd'hui, ces jeunes femmes qui se lancent dans les sciences, est-ce qu'il y a une caractéristique qui est un petit peu plus, qui est d'aujourd'hui et que vous enviez, ou vous avez au contraire quelque chose qui vous craignez pour le futur je dirais, de l'égalité des chances dans les métiers scientifiques et techniques? Je crois qu'il faudrait regarder un peu ce qui s'est passé. Si vous voulez, il y a évidemment une liaison entre l'état de l'organisation de l'enseignement, l'état d'organisation de la recherche, je dirais la façon dont ça se répercute sur l'ensemble des étudiants, ouais, et l'effet que ça peut avoir sur les femmes spécifiquement. Eh bien, j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu une période où on a pris conscience des problèmes spécifiques qui se posaient avec les stéréotypes de genre et qui
empêchait un certain nombre de jeunes femmes d'accéder, de choisir des métiers scientifiques. Et puis, ensuite, à partir des années 80, et où on prend conscience qu'il y a un problème. Voilà, on l'analyse, on prend conscience, et ça commence à reculer. Absolument. Ça commence à reculer. Et à un moment, ça cesse de reculer par rapport à la recherche et par rapport aux places dans l'enseignement, etc., à la spécification, c'est tel domaine et pas tel autre. Il y a un article absolument incroyable de Mélanie Guénet dans The Conversation qui a repris les données depuis les années 60. Et donc, effectivement, vous avez totalement raison. Il y a eu un moment où le nombre, l'égalité entre les hommes et les femmes dans les formations scientifiques, ça commençait à aller mieux. Et on voit très nettement que ça retombe et ça chute très fortement pour les filles avec la réforme du lycée, des spécialités. Ça a aggravé énormément. Et ça a aggravé énormément. Et aujourd'hui, elles ne sont plus que 17%. Donc, vraiment, l'effet de la réforme a été très fort pour les jeunes filles. 17% qui vont dans les formations scientifiques et techniques. À votre avis, qu'est-ce que la société pourrait faire ou qu'elle ne fait pas ou qu'elle devrait faire pour que, justement, nous retournions vers une évolution un peu, alors je ne dis pas 50-50, mais quand même réaugmentée. Je voudrais vous citer une discussion qu'on avait eue du temps où Valérie Pécresse était à la tête de la recherche. Oui. Et on nous avait invités, il y avait été créé grâce aux organisations Femmes et Sciences et autres, le prix Irène Joliot-Curie pour, etc. Donc, je faisais partie de ce jury et on nous invite à un petit déjeuner pour discuter un petit peu, donc tout le jury. Oui. Bon. Et Mme Pécresse nous fait un descriptif des efforts qu'ils font pour la recherche, etc. Et ils nous décrivent le trajet d'un jeune qui veut faire qui va alors suivre ses études scientifiques, il va choisir les études scientifiques, et puis ensuite, il va, c'est formidable, il va être invité dans tel laboratoire pour faire un postdoc à tel endroit, et puis après, il aurait été au Japon, et puis il va se retrouver au prochain postdoc avec je ne sais plus quel machin, etc. Bon. Et puis, quand il reviendra, il va postuler au CNRS pour obtenir son poste. Alors, quand elle a eu terminé son discours, je lui ai dit, il faut peut-être regarder un petit peu ce qui se passe réellement. Par exemple, à l'entrée au CNRS. À l'époque, je pouvais le dire clairement. Eh bien, c'était net. Là, le nombre de jeunes femmes candidates pour entrer au CNRS au début. Là, donc, en début de carrière, vous voyez. Donc, avant d'avoir fait 50 postdocs, il n'était pas très élevé, mais enfin, c'était en croissance. Et puis après, on regarde combien il y avait de femmes quand on arrivait à la fin de la période de stagiaire, attaché de recherche, etc., qui est à la limite entre ça et la maîtrise de recherche, etc. Eh bien, la proportion était moins bonne arrivée à ce moment-là. Alors, quand elle a donc eu terminé son discours, j'ai pris la parole et je vais lui faire remarquer ça. Je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas étonnant. Bon, les femmes, il y a quand même quelques petits facteurs qui les poussent à ne pas vouloir, ne pas savoir ce qu'elles vont faire par l'avenir. Quand on arrive à un certain âge, elles choisissent. Si je ne suis pas sûr de pouvoir avoir une carrière à côté, moi je préfère chercher autre chose et garder et développer une vie de famille plus équilibrée, etc., etc. Vous ne pouvez pas proposer à des femmes d'avoir une carrière stable à partir de l'âge de 38-40 ans. Ça, c'est pas possible, ça ne marche pas. Et c'est effectivement le cas. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer de manière urgente, justement, pour qu'il y ait plus de femmes ? Il faudrait commencer à remettre de l'ordre dans l'organisation de la recherche. Ah. Bon. Mais oui, que voulez-vous ?
je dis que la recherche est collective quand même, globalement, ou plus exactement que la science est collective. Quand vous choisissez un domaine comme la physique nucléaire, vous savez d'avance que pour l'essentiel, à un moment ou à un autre, vous n'allez pas travailler seul. Ça, c'est sûr. Vous allez travailler avec une équipe. Avec une équipe. Bon. Donc, ça vous donne déjà un certain sentiment de collectif. Donc, si vous voulez, les problèmes qui se sont posés pour les femmes et qui se posent encore, dans les cas où vous avez un patron qui pilote éventuellement 25 thèses en voyant les jeunes une fois tous les ans, ce que je veux dire, vogue la galère, et qui ont un poids sur l'avenir de ces jeunes énorme, ce n'est pas une bonne manière de mettre les jeunes à l'aise dans les meilleures conditions par rapport à leur hiérarchie de dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui marchent très bien. Il y a des cas où c'est parfait, des patrons qui sont formidables et tout. Mais malheureusement, aussi, c'est là qu'on a vu les excès et les dérapages qu'on peut condamner et qui n'ont pas aidé à la place des femmes dans toute une série de choses. Donc, si vous voulez, on revient toujours un peu à la même chose. Moins c'est collectif, plus c'est vulnérable. Donc, il faut éviter que même là où on peut, et c'est très heureux, travailler seul ou à 2 personnes, etc., garder cette idée que ça s'insère dans un travail collectif plus global, en définitive, c'est très important. Et voilà. Donc, du point de vue de la recherche, sortir du système appel d'offres, machin, si vous me dites aujourd'hui, vous avez envie de faire ce métier-là, j'en suis pas si sûr. Vous avez raison. C'est dramatique. C'est dramatique. Je me dis, ça n'est pas si sûr. Et je connais des jeunes qui, effectivement, se disent. Donc, ça me pose une autre question, c'est que la manière d'envisager les métiers scientifiques, pas scientifiques, c'est pas bien de voir ça coupé au couteau. En réalité, je dirais, il faudrait qu'au niveau de la licence, fût-ce des licences, je ne dis pas de philosophie, ça c'est évident, mais des licences de, je sais pas moi, de théâtre ou de je sais pas quoi, vous voyez, les choses les plus éloignées apparemment du choix scientifique, il y ait une part d'éducation scientifique qui ne soit pas destinée à faire des chercheurs spécialisés, mais à faire des citoyens qui connaissent un peu de science et qui au moins la comprennent, ce qui est parfaitement possible à condition de faire de l'expérimentation. Ce qu'avait montré Marie Curie quand elle avait, avec d'autres collègues, pris en main l'éducation d'enfants, de ses amis, qui avaient entre 7 et 13 ans, vous voyez, le couple, bon, et qui faisaient des cours de physique expérimentale à ces jeunes, et ça marchait très bien. Et il y avait Perrin qui faisait des cours de chimie, et d'autres des cours de maths, etc. Les gosses, à condition d'aborder les choses par le concret, peuvent très bien se sentir à l'aise avec des idées, avec une formation scientifique, je dirais, qui n'est pas spécifique. Ah, je veux devenir chercheur de ci, de ça. Oui. Mais donc, je veux me sentir à l'aise avec la science. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas tout, bien évidemment, je ne sais pas tout. Donc vous dites qu'à l'école et au collège, il faudrait, donc dans les classes du collège et du lycée, faire plus d'expérimental. Et beaucoup plus de choses expérimentales. Et ensuite, à l'université, il serait bien d'ouvrir un peu le spectre des cours. Et par conséquent, d'ouvrir le spectre des métiers. Des métiers. Évidemment. Si vous voulez, il y a potentiellement, je dirais pour l'enseignement primaire, pratiquement tous les professeurs d'enseignement primaire devraient avoir une base minimum d'enseignement scientifique. C'est évident. C'est la évident. Culture scientifique pour tous. C'est évident. Et ça ne s'appelle pas ça. Si moi je suis sur Parcoursup et que j'ai d'admettre le truc, comment je vais exprimer ça?
que je voudrais avoir un peu de science pour être à l'aise sur ces questions et pouvoir les expliquer à des jeunes. Bon, et pratiquement tous les métiers ont besoin d'un peu de science, mais il y a des enjeux sociaux, le niveau des inégalités dans un pays comme aussi riche, parce qu'il faut quand même le dire, qui est riche sur le fond que la France, c'est loufoque. Bon, à partir de ce moment-là, il y a des questions de fond qui se posent. Et admettre l'évolution, disons, du capitalisme qui tourne à un néolibéralisme parfaitement destructeur, qui est complètement inadapté aux enjeux sociaux, complètement inadapté aux enjeux écologiques. Or, au second, à 50 à 100 ans, on ne va pas échapper. Si vous voulez, les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent en première ligne pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Et il y a des paramètres majeurs qu'il faut remettre sur pied. Il faut les aider à trouver le moyen de s'engager et de s'engager, y compris sur des problèmes de fond qui sont des problèmes politiques, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme message à une jeune fille qui est aujourd'hui, une jeune femme, qui doute de ce qu'elle a envie de faire plus tard? Comment vous lui donneriez envie d'aller faire un métier scientifique et technique? Émancipation, création, liberté d'entreprendre, liberté de réfléchir. Quel est votre message? Je veux dire, chercher le collectif partout où elles peuvent le trouver. C'est-à-dire se battre pour, y compris avec les garçons, parce qu'elles sont en première ligne sur les conséquences. Ouais. Il y a une corrélation entre la situation globale et la situation des femmes, et celui des garçons suit. Donc, ne pas mettre d'opposition filles-garçons, il faut absolument qu'ils se sentent en fait solidaires, ils ont intérêt les uns les autres à marcher ensemble, et d'autre part, ne pas escamoter les problèmes de fond. Et il me semble que, si vous voulez, il y a à la fois, ils sentent que ça ne va pas, ils le voient bien, les jeunes, que ça ne va pas. Donc il faut faire attention que ça ne risque pas de tourner au désespoir, il n'y a rien à faire, on n'y peut rien, etc. Là, l'histoire n'est pas forcément inutile. Il y a d'autres solutions, et sans chercher midi à 14h et un nouveau système politique et tout, hein, rappelez-vous un peu l'histoire, il y a eu d'autres solutions qui ont été trouvées quand il fallait. Discutant à la Société française de physique à propos de l'évolution des choses en 2000, dans l'année 2000. Alors, ils avaient mis une discussion provocative sur faut-il encore enseigner la physique dans les écoles d'ingénieurs? Je me rappelle de cette question. Voilà. Et évidemment, c'était une provocation. Bien sûr. Mais la réponse, en posant la question comme ça et en faisant prendre conscience aux jeunes, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, est-ce que vous pouvez remplacer l'enseignement de la physique à partir duquel vous allez pouvoir développer l'industrie, le ceci, le cela, etc., la médecine et tout ce que vous voudrez, est-ce que vous pouvez remplacer ça par le managériat? Bon. Le premier magazine qui s'appelait Atome, qui est aujourd'hui le magazine qui s'appelle maintenant La Recherche, dans son premier numéro en 1946, il y a une photo de Douaneau et qui a photographié une jeune technicienne qui est en train de maniper avec un compteur Geiger-Müller, donc un détecteur de physique nucléaire. Et Douaneau a accepté que cette photo soit en couleur parce que c'était pour montrer la modernité alors, en 1946. Ouais. La modernité, c'était être femme dans un laboratoire de physique nucléaire. Alors, j'extrapolais pour les femmes la situation depuis Marie Curie. Apparaissant dans le premier conseil Solvay en
1911. Alors, il y avait une femme, Marie. Bon, en 1933, il y avait 3 femmes. Marie, ma mère et Lise Meitner. Bon, alors j'extrapole et j'arrive en 98. C'est l'anniversaire de la découverte de la radioactivité naturelle. Bon, et j'extrapole. Oui. 3. Ça devrait faire beaucoup de femmes arriver au bout. Si j'extrapole le 1 à 3 en allant entre 1911 et 1933, bon, eh bien, dans le congrès de physique nucléaire international, j'ai dit, on est loin, si on compte le nombre de présidences et de trucs qui sont tenus par des femmes aujourd'hui, on est très loin de l'extrapolation qu'aurait donné simplement de continuer sur la ligne 1 à 3, etc. Comme je leur ai dit, il y a quelque chose à changer, pour être poli, dans le royaume de la physique nucléaire. Et voilà, ça c'est la conclusion. C'est ça la conclusion. Nous sommes en 2026 et nous n'avons toujours pas rejoint la courbe des années. On va reculer maintenant. Et on va reculer maintenant, puisque plus de 17% si de jeunes on filles. ne secoue pas voilà. Mais là, ce sont vraiment les enjeux généraux qui, à mon avis, gouvernent le système. Vous avez raison. Raconter ces trajectoires féminines, ce n'est pas seulement parler de découvertes, c'est transmettre des récits, des modèles, des voix, des possibilités. La transmission ne se fait pas seulement dans les livres ou les musées, elle est là aussi, dans les lieux où la science s'apprend, se cherche, se doute. Je n'ai pas hérité d'un nom célèbre, mais j'ai hérité d'une question. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici ? Si je suis là, aujourd'hui, c'est parce que des femmes ont tenu bon avant moi et parce que des personnes ont cru en moi et m'ont donné confiance dans mes capacités. Parce qu'elles ont ouvert des portes, même quand on ne les regardait pas et même lorsqu'on ne croyait pas en elles. Hélène, je voulais vous présenter une de mes élèves, Inès, qui est en 2e année dans la formation génie nucléaire du Conservatoire national des arts et des métiers. Comment vous avez choisi cette direction ? Eh bien, les sciences, c'est un peu mon domaine de prédilection depuis mon plus jeune âge. Du coup, j'avais quelques questions concernant votre chemin personnel. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute dans votre vie où vous avez hésité à poursuivre dans les sciences ? Sûrement, mais voyez-vous, parce que j'ai peut-être l'esprit assez... Allez, je vais vers l'avant, donc les moments de doute, je les ai oubliés, figurez-vous. Et je dirais, les doutes où on s'arrête dessus, parce qu'ils peuvent être réellement importants. Est-ce que j'ai fait plutôt ça ? J'ai choisi telle direction, et au fond, ce n'est pas du tout ça que j'avais envie de faire autre chose. Eh bien non, ça, j'ai jamais eu. Et est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous ne vous êtes pas senti légitime d'être à votre place malgré votre parcours ? D'une certaine façon, je ne me suis jamais posé la question comme ça. Je me suis trouvé légitime pour ce que j'étais et je n'ai pas vécu une enfance en me disant « je suis dans une descendance importante, etc. Est-ce que je vais rester à ce niveau, etc. » Dans ce cas-là, vous ne m'auriez jamais vu choisir de la physique nucléaire, bien sûr. J'aurais fait quelque chose de complètement différent. Si on se pose une question sur ce qu'on va faire, on peut avoir des hésitations. Si on est convaincu que c'est ça qu'on a envie de faire, et que même quelqu'un vous dit « mais c'est idiot, tu ferais mieux de faire ça, c'est plus facile, ou il y a plus de possibilités, etc. » Si vous y tenez vraiment, il faut dire « c'est ça que j'ai envie de faire, point ». Pour ma part, personnellement, je n'ai pas vraiment eu de moment où des personnes ont essayé de me décourager, de m'empêcher d'aller vers cette voie scientifique. Oui. J'ai plutôt été, au contraire, encouragée par ma famille, par mes proches, par mes amis, à poursuivre vers ce domaine-là.
Tant mieux, c'est bien, Voilà. c'est justement les bonnes conditions Exactement. pour ne pas avoir de complexe. Moi, du coup, dans ma famille, il n'y a pas trop de scientifiques, je suis la première. J'ai quand même le sentiment que c'est utile, très utile même, qu'il y ait une nouvelle génération qui effectivement intègre ce domaine, qui a certainement dû avoir un décroissement. Donc au moment où ça redémarre un peu, ça vaut la peine parce qu'il y aura quand même un soutien, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné la force de poursuivre dans les moments difficiles? Dans la mesure où je n'ai pas vu je dirais mon parcours professionnel, formation, etc., comme exclusif de tout le reste de la vie. Il a toujours été quand même l'un dans l'autre. J'allais dire ça, je n'y pouvais rien, c'était ma descendance, je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé avant. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais ignoré à côté tout ce qui se passait, qui n'était pas spécifiquement ma vie professionnelle. Donc, et si vous voulez, quand il y a des moments de doute, on se dit c'est pas comme ça que ça devrait être, etc. Eh bien, il y a quand même le reste. Et le reste, c'est la vie en général. Et on est inséré dans une vie où on a des amis, on a des convictions qui vont au-delà du professionnel. Et donc, j'allais dire, ce sentiment de tomber dans un gouffre, parce que tout d'un coup, sur la question professionnelle, il y a un os, et on se dit, mais ça ne va pas aller plus loin. Bon, ça m'est arrivé effectivement de me trouver, de me dire, ah ben oui, ben je pensais avoir mis le doigt sur quelque chose de très important dans une expérience, et en fait de très important, ben, il y avait un os, il y avait un pépin dans l'expérience, en un mot commençant. Voilà. Bon, et ben oui, d'accord, je n'ai pas trouvé ça agréable. Je me suis dit, flûte, il faut faire attention parce que c'était pas loin que je publie ce résultat et il n'était pas correct. Je n'allais pas dire que c'était moi une, quoi. Vous voyez, comme quoi il faut à la fois avoir de l'imagination et parfois se dire, eh ben oui, c'est pas évident un truc comme ça, mais après tout, pourquoi pas, et d'un autre côté, quand même, essayer de se donner les éléments pour pouvoir asseoir une idée nouvelle sur quelque chose qui tienne la route. Merci Hélène. J'avais d'autres questions concernant vos modèles. Avez-vous déjà eu des modèles féminins ou masculins? Écoutez, je dirais que la vie de mes parents dans l'ensemble m'a servi de modèle. Alors, si on m'avait dit, est-ce que tu prends la vie de tes parents comme modèle, j'aurais dit de quoi vous parlez, je ne comprenais pas du tout, je n'aurais pas compris du tout. Mais si vous voulez des réactions qu'ils avaient sur ceci ou sur cela, c'est évident que ça m'a influencé. Par exemple, je relis des lettres écrites entre mes parents. Et je trouve, par exemple, dans une lettre de mon père à ma mère qui est rentrée à Paris avant lui. Ils étaient partis en vacances faire du ski et ils reviennent et ma mère revient la première. Et mon père lui écrit « Ah, nous aurions dû rester une semaine de plus au faire du ski. On serait revenu en meilleure forme pour reprendre les expériences. » Bon, ce n'est pas quelque chose que vous entendriez aujourd'hui. On vous dirait « Oh là là, j'ai passé une semaine de vacances de plus, quel scandale, pendant ce temps-là, je n'ai pas travaillé. » Eh bien, on serait revenu, dit mon père, dans un... Voilà. Ou bien, quand j'arrive à l'époque où il faut que je choisisse un peu quelle direction pour mes études supérieures, alors mes parents me laissent pleine liberté, hein, comme je dis, j'aurai un métier plus tard, comme je vous ai expliqué, mais il y avait une hésitation relativement logique entre les mathématiques et la physique. Et ça paraissait évident à mon père que j'allais prendre les mathématiques, où j'avais très très bien réussi, etc.
La physique, au lycée, on ne faisait pas d'expérience. Je ne trouvais pas ça tellement passionnant pour dire les choses. Alors, mon père, à un moment, m'a dit, alors, vers quoi tu penses plutôt? Et je lui ai dit, finalement, je pense plutôt à la physique. Et il me regarde et il me dit, la physique? Mais comment possible? C'est pas possible. Tu sais rien faire de tes 10 doigts. C'était presque vrai. Et ça a cessé d'être vrai à l'école de physique et chimie, où il a fallu travailler non seulement avec sa tête, mais aussi avec ses mains. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je manquais de concret. Oui, ça c'était évident. D'accord. Et j'ai été très contente avec le concret après. Voilà. Et mon mari futur, qui lui était très doué pour le concret, pour le reste, alors ça s'est bien arrangé. Qu'est-ce qui fait, selon vous, une bonne scientifique? Le travail, le talent, la curiosité? Alors, j'ai vu les énumérations. Alors, il y a un mot qui est utilisé, je ne sais pas si c'est peut-être par vous, qui est le talent. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que le talent. Voilà. Et ce que je mettrais à la place, c'est quand même une place pour l'imagination. Savoir donner une place à l'imagination tout en lui mettant le contrôle du travail sérieux qui permet de dire qu'on n'est pas simplement en train de rêver « Ah oui, tiens, ça, ce serait génial si c'était comme ça » et que je ne prends pas le mal d'aller vérifier que l'idée que me passe par la tête, qui est peut-être géniale, mais elle n'est pas bonne. Et Albert Einstein a dit l'imagination est plus importante que la connaissance. L'imagination, quand même, parce que si on l'élimine à la première occasion, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour les résultats les plus intéressants, quoi. Parce que les plus nouveaux, c'est justement ceux qui ne surgissent pas seulement de « j'ai obtenu tel résultat, donc je vais faire le truc d'un côté basé sur le résultat préliminaire et j'ai tendance à aller dans le sens des idées qui sont déjà en place. » Voilà. Donc, l'imagination, c'est très important. Et je déteste la formule de talent. Voilà. Au fil de cette rencontre, une évidence s'impose. Nous sommes toutes des héritières. Héritières de savoir, de combats, de chemins ouverts parfois au prix du silence. De Marie Curie aux jeunes scientifiques d'aujourd'hui, ce qui se transmet n'est pas seulement la science, mais le droit de prendre la parole, de douter, de résister et de rester. Ce passage de flambeau est politique, parce que le progrès n'est jamais acquis, parce qu'une vocation empêchée est une perte collective. Si certaines ont ouvert la voie, d'autres continuent de la tracer, à nous désormais de veiller à ce qu'elle reste ouverte.